Cédric Cattan. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du lundi politique, le premier de l'année 2021. Je tiens donc, comme il en est de coutume, à vous souhaiter une meilleure année pour 2021. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes prêts à affronter cette nouvelle année. Une année qui, sur le plan politique, sera à coup sûr chargée. Le projet de loi proposant de reporter les élections régionales, territoriales et départementales a été présenté le 21 décembre dernier au Conseil des ministres. Et les dates évoquées prévoient que le scrutin pourrait donc se tenir en Martinique dans le courant du mois de juin. Des dates certainement scrutées par notre invité de ce soir, cette femme dont le nom est souvent cité parmi les possibles candidats à l'élection de la CTM, mais qui pour l'heure, et comme beaucoup d'ailleurs, n'a pas encore donné d'indication sur sa participation ou non à ce renouvellement de l'équipe dirigeante de la collectivité territoriale de Martinique. En tout cas, cette foyalaise au caractère bien trempé semble, depuis qu'elle est devenue parlementaire, lisser son discours, soigner ses interventions. En somme, elle se construit une nouvelle image, plus posée, moins impétueuse que celle qu'elle pouvait avoir auparavant et que certains lui reprochaient. Mais bon, les vieux réflexes ne sont pas loin et parfois, il lui arrive encore de s'emporter avec véhémence, surtout dans des joutes sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, les prochains mois seront très importants pour notre invitée. Va-t-elle se contenter de son mandat national ou l'appel d'un mandat local sera-t-il plus fort au point de se jeter dans l'arène et d'affronter ses anciens, notamment amis du PPM? Notre invitée de ce soir, c'est Catherine Conconne, sénatrice de Martinique et conseillère territoriale de l'opposition à l'Assemblée de Martinique. Bonsoir Catherine Conconne. Bonsoir Cédric Cattan et merci pour votre aimable invitation et bonjour et bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Meilleurs vœux à vous. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook RCI Martinique. Catherine Conconne, comment allez-vous en ces premiers jours de l'année 2021? On sait que l'année 2020 a été particulière pour beaucoup d'entre nous. Et vous? Moi, ça va. Dès que j'ai la santé, le reste, je suis de nature très optimiste. J'essaie toujours de voir le bon côté des choses, de voir la partie pleine du verre et d'éviter de me plaindre, sachant qu'au quotidien, je rencontre des gens qui affrontent de vraies difficultés, qui sont tellement éloignés de celles dont on pourrait souffrir. Donc, j'ai pris l'habitude de prendre la vie du bon côté, d'apprécier les bons moments et d'essayer de cultiver du bonheur en permanence sans toujours sombrer dans la défiance et le pessimisme permanent. Justement, quand vous entendez tout ce qui se dit autour de ce Covid, de la vaccination, est-ce que vous, par exemple, vous êtes une pro-vax, comme on dit, ou une anti-vax ? Pourquoi je serais anti-vax? Vous savez, les vaccins ont sauvé des millions de gens dans le monde. Si aujourd'hui, ne serait-ce qu'en Martinique, il y a encore des gens qui sont en vie, si on a éliminé la variole, si on a éliminé la polio, si on a éliminé la malaria et toutes ces maladies qui décimaient la Martinique à une époque où des gens comme Césaire, Aliquer sont montés au créneau pour donner aux Martiniquais ce qu'il fallait pour être dans un milieu sanitaire sain et préserver leur santé, pourquoi je serais contre le vaccin? Alors j'entends des gens dire qu'il a été fait rapidement et tout. C'est mal connaître comment tout cela se fait et que avant d'être sur le marché, il y a quand même énormément de contrôles qui sont faits et tout. Aujourd'hui, un Martiniquais, s'il a envie d'aller en Guyane, il est obligé de se faire vacciner contre la fièvre jaune, d'avoir son passeport, son petit passeport jaune sur lui pour entrer en Guyane, à côté de chez nous. Donc oui, si demain je dois me vacciner, je vais me vacciner sans aucun doute. Je crois que la vie, c'est important. Préserver sa vie, c'est important. Et puis, j'évite de m'inscrire en permanence, encore une fois, dans la défiance. Je me transformer en spécialiste de tout, en chercheur, en médecin, et de rester une citoyenne humble, en toute humilité, qui écoute, qui prend le pouls des choses et qui essaie de faire une synthèse la plus objective et la plus saine dans sa tête. Est-ce que vous comprenez quand même les Martiniquais qui sont défiants quant à notamment ce nouveau vaccin, à l'arrivée massive de touristes? Oui, je peux comprendre qu'il y a une absence de confiance, mais il ne faut pas non plus sombrer en permanence dans une panique, surtout si on ne garde pas un brin d'optimisme, si on ne garde pas un brin de confiance, il ne restera plus que le suicide collectif. Il faut pouvoir s'accrocher à la vie. C'est dire qu'on peut quand même se faire confiance les uns les autres. Pourquoi il faudrait tout le temps s'inscrire en permanence dans le refus de tout et le contraire de tout? Je peux comprendre. Mais il faut savoir que quand des touristes rentrent en Martinique, il y a déjà un premier écrémage, je peux dire, qui est fait, puisque ceux qui prennent l'avion doivent absolument présenter un test négatif. Donc il y a déjà une première sélection, même s'il y a des gens qui peuvent y échapper, mais il y a quand même cette barrière qui est mise. Moi-même, je l'ai subie déjà 7 fois pour rentrer chez moi.
Et on est là en train d'attendre avec impatience que le résultat arrive. Donc, faut se faire confiance et il fallait absolument que l'économie redémarre un peu. Il y a des milliers de gens à la Martinique qui vivent de l'économie touristique, des grands hôtels, des petits, des locations de vacances, des restaurants. La restauration à la Martinique, elle marche grâce au tourisme toute l'année. Il ne faut pas croire que c'est uniquement avec nous, Martiniquais. Ils sont déjà pas très nombreux, avec une population qui vieillit, qui va au restaurant matin, midi, soir. Ces restaurateurs, de ces organisateurs de spectacles, de ces artistes, de ces propriétaires de magasins de sport, de salles de sport. Est-ce que vous avez l'impression que finalement cette crise au niveau local martiniquaise a été gérée à la hauteur de l'épidémie en Martinique? Je ne vais pas jeter l'anathème sur. J'ai suivi toutes les réunions concernant le Covid. Il y a eu des efforts énormes qui ont été faits par les autorités. Ces sorties de croisière au mois de février dernier, le confinement, les mesures qui ont été mises en place. On peut toujours souhaiter mieux, on peut toujours souhaiter que ce soit mieux fait. Mais lorsque vous avez une épidémie mondiale, je répète, mondiale, qui vous tombe dessus et que vous apprenez en même temps que vous découvrez les choses parce qu'on n'a jamais vécu ça. Aucun contemporain ne peut dire qu'il a connu une crise sanitaire de cette ampleur. Au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, oui, il y a eu des grandes crises sanitaires, mais personne n'est survivant de cette époque-là. Et là, on découvre un virus qu'on a un peu sous-estimé au début en se disant, c'est les Chinois comme ça, ils nous ont habitués à la grippe aviaire, etc. Mais là, on se prend une épidémie mondiale et je trouve que des efforts importants ont été faits pour maintenir. On se plaint beaucoup de notre hôpital, on est toujours en train de le critiquer. Je suis allée plusieurs fois au CHU voir comment les choses se déroulaient. Je trouve que le CHU a assumé du mieux qu'il pouvait, malgré ces difficultés. L'ARS a pris des mesures importantes. On a mis des gens en quarantaine dans des hôtels en improvisant, en mettant des gens rapidement hors contagion. On peut toujours souhaiter que ce soit mieux fait, mais il faut aussi se dire que face à cette surprise d'ampleur mondiale, je trouve que, très franchement, et je tiens à leur rendre hommage, il y a des efforts importants qui ont été faits, la protection civile, et j'ai été très heureuse de voir ce week-end que ce sont 2 personnes, 2 bénévoles de la protection civile qui se sont particulièrement impliqués pendant cette crise Covid, qui ont été, en tout cas, à qui on remettra un insigne de la Légion d'honneur. C'est important. Alors c'est facile d'être dans son coin de critiquer. Certains justement critiquent justement la rigueur, notamment des services de l'État. Il y a certains courants politiques aussi qui se sont élevés justement contre la trop grande fermeté du préfet, notamment. Lorsque vous dirigez, vous avez contre vous les gens qui veulent tout et le contraire de tout. Et à un moment, toute responsabilité, vous êtes dans la solitude du pouvoir, dans la solitude de la décision. Il faut pouvoir trancher. Oui, on aurait pu prendre d'autres décisions, je veux bien, mais il y a certainement des éléments... Est-ce qu'il y a assez de concertation? Oui, il y a eu des concertations. On était régulièrement invités à des réunions. Je ne peux pas dire le contraire, ce serait mentir. Je ne peux pas être malhonnête. Je peux être critique par rapport à une décision, mais je ne peux pas dire qu'on n'était pas averti, qu'il n'y avait pas de la concertation. Moi, j'étais dans mon vide mercredi décembre quand j'ai reçu le premier message alarmant du préfet qui nous convoquait dès le lendemain, jeudi, juste après le carnaval, pour nous dire il y a urgence, il y a un problème, il faut qu'on se voit. Et régulièrement, on avait les autorités au téléphone, l'ARS nous tenait au courant autour de visioconférences. Mais vous savez, lorsque vous devez trancher, lorsque vous devez décider, lorsque vous devez faire des choix, eh bien, il faut éliminer une option ou une autre. Alors, vous allez avoir 50% des gens qui vont vous dire c'est très bien, 50% des gens qui vont vous dire c'est pas bien, mais comme on dit en créole, c'est vous seul qui l'a fait chaud en l'emmène. Et sur le carnaval, justement, c'est que vous aimez le carnaval, comme beaucoup de Martiniquais. Ouais. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas un pincement au cœur d'entendre les annonces qui ont été faites, notamment sur l'annulation des parades, notamment foyalaises? Mais oui, vous savez, c'est un grand pays comme le Brésil qui vit, qui prend, dont le carnaval assure une grande partie de leurs ressources, de leur notoriété touristique, a décidé d'annuler. La Guadeloupe a fait son annonce bien avant nous. Soyons quand même cohérents, soyons quand même objectifs. Comment on peut être 60 000, 70 000 en tout fait dans Fort-de-France, à chanter, à postillonner, à hurler, à crier vaval, etc., sans qu'il n'y ait de risque sanitaire? Il faut qu'on soit objectif. Moi, j'adore le carnaval. Je fais mon carnaval chaque année du dimanche au mercredi. C'est vrai, un pincement au cœur qui fait que je ne vais pas sortir mes tenues de carnaval ni chanter cette année. Mais allez, c'est pas une année qui va nous tuer. On reviendra encore plus fort
l'an prochain, le carnaval, c'est en nous, c'est notre ADN, c'est notre marque de fabrique, entre autres culturelle. Donc, on retrouvera la force, l'imagination de le faire l'an prochain. Voilà, mais il faut éviter, dans un pays qui est une île, qui a une capacité restreinte d'accueillir des malades, qui a une capacité restreinte de prendre les gens en charge, en tout cas de décompter des morts par dizaines après qu'on ait couru notre vie. Il faut être réaliste et objectif. Catherine Cocon, et raisonnable. Voilà. Catherine Cocon, dans les derniers jours de l'année 2020, on a eu cette visite du ministre des Outre-mer, une visite éclair pour certains. Il n'a pas rencontré, par exemple, les acteurs du tourisme, il a rencontré finalement des socioprofessionnels, les marins-pêcheurs, on va dire en catimini. Est-ce que finalement cette visite était, voilà, se justifiait? Est-ce qu'elle était à propos? Moi, c'est anecdotique de parler de tout ça. On est encore au stade d'attendre un ministre pour pouvoir œuvrer dans notre pays. On a toutes les manettes pour faire de ce pays un autre pays que ce qu'il est aujourd'hui. On a toutes les manettes pour initier. On a toutes les manettes pour régler le problème du transport, régler le problème de l'eau, mettre en tout cas cette Martinique dans d'autres conditions qu'elle est aujourd'hui. Et on va attendre un ministre. On est encore au stade à la Martinique d'attendre que le ministre vienne prendre notre main, nous mettre un bic dedans et nous aide à écrire notre destin. C'est pas important ça. Aujourd'hui, ce qui manque à la Martinique, ce sont des projets. Ce qui manque à la Martinique, ce sont des initiatives fortes. Ce qui manque à la Martinique, c'est ce sens qui consiste de passer du constat à l'action. À ne pas rester en permanence à ronchonner les mêmes choses, à ressortir les mêmes chiffres et à se plaindre des mêmes sujets. Il faut se dire, eh bien, qu'est-ce qu'on veut? Voilà un projet, voilà un dossier, ça vaut de temps. Vous financez? Oui, non, comment? Voilà, le ministre a d'ailleurs été interpellé justement par un élu sur la question de l'eau. Il l'a renvoyé en tout cas dans l'école. On lui disait que finalement la compétence de l'eau ne dépendait pas de l'État. Il y a des dizaines de choses qu'on peut modifier dans notre quotidien à la Martinique sans pour autant attendre que le ministre. Moi, je n'attends rien de visite ministérielle. Moi, tous les jours, je suis au combat. Moi, camarade, j'essaye de voir ce que je peux porter comme pierre à l'édifice de la construction de ce pays-là en me disant, ça marche pas dans tel domaine, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Essayons de voir qu'est-ce qu'on peut écrire, qu'est-ce qu'on peut prendre en initiative. C'est ce sens de l'initiative qui nous manque. Vous estimez qu'il n'y a pas assez de projets en Martinique? Mais bien sûr qu'il manque de projets. Dernièrement, j'ai vu qu'il y avait un appel à projet pour la transition écologique. Il n'y avait qu'un seul projet de la Martinique. La Guyane en avait plusieurs, la Réunion en avait plusieurs, la Guadeloupe on avait un seul projet uniquement porté par... Comment ça se justifie? Un manque de communication, un manque de lisibilité des projets? Nous pécons nous. On est une espèce de plafond de verre au-dessus de la tête et on a toujours l'impression qu'il faut que ce soit l'autre qui nous dise. Et Aimé Césaire avait une jolie formule qu'il disait, on tourne en rond et on attend qu'une petite voix nous dise par ici la sortie. Non, aujourd'hui, nous sommes en capacité. Nous sommes assez ingénieux, nous sommes assez brillants, nous avons assez de matière pour pouvoir nous dire, dans un certain nombre de sujets qui nous importent, qui sont importants dans le quotidien des Martiniquais, comment on peut déclencher de l'initiative. Vous voyez les cafouillages qu'on a sur le transport? Il y a une brave dame qui m'arrête aujourd'hui, elle me dit, j'habite Châteauboeuf, ça fait une semaine qu'il n'y a pas de bus. Je ne peux pas aller en ville chercher mes médicaments. Je ne peux pas aller en ville faire mon marché. On a besoin d'un ministre pour régler ça? Qu'il n'y ait pas de bus pour faire Châteauboeuf, centre-ville? Franchement, pourtant, et je pourrais vous prendre des dizaines et des dizaines d'exemples. De la nouvelle organisation du transport. Oui, mais pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi? Je ne comprends pas. J'avoue que j'ai un vrai problème. C'est aussi ça qui fait que quand vous allez à Pointe-Simon ou à Place de l'Asile, vous voyez les gens assis quasiment par terre, au soleil, sur un muret, en train d'attendre le bus. On a besoin d'un ministre aussi pour mettre un abribus pour soulager les gens. On a besoin aussi d'un ministre pour régler le problème de l'eau dans le Nord. La Martinique n'a aucun problème de fourniture en eau. On a de l'eau toute l'année. La montagne Pelée, tout le nord de la Martinique, c'est notre grenier à eau. Il faut simplement prendre cette eau et l'emmener vers le sud qui est plus sec. Et on attend un ministre aussi, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on est en train de se chipoter sur un terrain, on prend pas. Non, il faut arrêter. Moi, je n'attends pas de visite ministérielle pour prendre la plume de mon destin. Il est 18h45 dans ce lundi politique. Nous recevons Catherine Cocon, la première invitée de l'année 2021. Catherine Cocon, justement sur cette question de l'eau, on va rentrer bientôt en carême. On voit que cette question dite de Séguineau cristallise les tensions au sein de l'Assemblée, mais au sein de la classe politique de façon générale. Aujourd'hui, quelle est votre position? C'est que il y en a qui sont des pros pour, on va dire, finaliser un accord avec le propriétaire du terrain. D'autres préfèrent
plutôt qu'il y ait une servitude qui soit prise. Quelle est votre position, vous ? On joue sur les mots, on joue sur les procédures, alors que l'urgence est à nos portes et que d'ici février, on sera plongé dans un carême qui risque d'être aussi rigoureux que celui de l'an dernier. On voit bien qu'on est début janvier et que le soleil cogne déjà énormément et qu'on a de moins en moins de jours pluvieux. Eh bien, on est en train de chipoter un an après. Quand j'avais déclenché cette riposte au moment où on n'arrêtait pas de dire aux gens que c'est parce qu'il n'y avait pas d'eau dans les rivières qu'on n'avait pas d'eau dans le sud et que j'avais bien constaté qu'il y avait un problème au niveau de Séguineau, lorsque j'avais tapé du poing en demandant au préfet de bien vouloir convoquer tout le monde et de trouver des solutions alternatives pour donner de l'eau aux gens dans le sud, et un an après on va se retrouver dans la même situation. Aujourd'hui, l'usine de Vivey, qui a coûté très cher à la Martinique, qui a été portée à l'époque par Claude Lisan, dont lui hommage, il l'a fait, où on peut aujourd'hui rendre une eau qui est potable à 99,99%, autrement dit une eau super potable, dans laquelle on peut éliminer le chlordécone et une série de pesticides. Elle ne tourne pas à 100%. Pourquoi elle ne tourne pas à 100%? Parce que la menée de l'eau vers le sud est aujourd'hui obérée par une question de tuyaux. Il faut savoir que cette usine vend de l'eau à la SME, vend de l'eau aux fermiers. Et qu'aujourd'hui, en étant en sous-capacité, tous les jours, la collectivité perd des milliers d'euros de vente d'eau. Cet argent, c'est 225 000 euros. Aujourd'hui, au niveau politique, au niveau... Vous savez, M. Catan, pour faire de la politique, il faut aimer les gens. Il faut ranger son ego dans le placard, ranger son caractère, sa personnalité, ses m'en parler, oui, m'en les, dans un placard et se dire qu'est-ce qui sera le mieux pour la population. C'est cela, aujourd'hui, faire de la politique. Et aujourd'hui, on avait un an pour régler ce problème, on aurait pu le régler. D'ailleurs, ce qui est dommage aussi, et ça fait partie des combats que je mène, c'est ce déni de démocratie qui a été également infligé à la collectivité territoriale. Lorsqu'une assemblée vote une délibération et qu'aujourd'hui, elle n'est pas mise en œuvre, on a encore beaucoup de chemin à faire. Vous auriez préféré qu'elle soit mise en œuvre? Mais bien sûr, il faut la mettre en œuvre. Vous savez, je vous répète qu'aujourd'hui, la collectivité perd des milliers d'euros de non-vente d'eau pour alimenter le Sud. Donc, ces 225 000 euros ont déjà été retrouvés. On a brouillé les pistes, raconté beaucoup de choses. On a racialisé ce débat. Je trouve ça profondément dommage. C'est un pays qui a besoin d'apaisement, qui a besoin de sérénité, qui a besoin de se développer. Vous parlez de racialiser. Souvent, certains disent que vous êtes la défenseuse de la communauté békik. Est-ce que vous entendez ça? Oui, j'entends, vous savez, j'entends tout me concernant. C'est parce que je monte souvent au créneau et que je ne suis pas une élue. Je ne suis défenseur de qui que ce soit. Je suis une Martiniquaise et je refuse. Ça a été mon éducation politique. Je refuse de voir les gens par leur couleur de peau. Je m'interdis de me dire, celui-là, il est blanc, il est jaune, il est vert. Ça ne m'intéresse pas. Face à moi, j'ai des humains. Quand j'ai des reproches à faire aux gens, je le leur fais, quelle que soit leur couleur de peau. Et la notion de couleur de peau et de race ne rentre pas dans le discours que j'utilise. Je ne vais pas invectiver quelqu'un simplement parce qu'il est blanc ou qu'il est noir, etc. Et je ne ferai jamais à quelqu'un ce que moi, je refuse qu'on me fasse. Et aujourd'hui, si je ne veux pas qu'on me traite de sale négresse, etc., j'ai pas envie d'entendre non plus qu'on traite l'autre de sale béquet ou de ceci ou de cela. Oui, il y a certainement des problèmes à régler à la Martinique. Il y a des pages d'histoire qui n'ont peut-être pas été écrites correctement et qu'on nous demande de tourner. Mais j'aurai cette attitude humaniste, humaine, envers quel que soit l'humain qui a face à moi. Ne comptez pas sur moi pour rentrer dans des débats qui mettent au milieu du village la notion de race et de couleur. Je m'interdis ça. Je suis césarienne. La philosophie césariste est mon ADN. Et lorsque vous lisez Césaire, quand il vous dit le béquet est martiniquais, oui, le béquet est martiniquais. Alors, il y a certainement des postures qui sont de côté comme de l'autre, qui sont à revoir, à retravailler pour une meilleure cohésion sociale. Je les appelle de mes voeux. Mais la violence, elle n'engendre que de la violence. La défiance n'engendre que de la défiance. On entend cette crise identitaire qui parcourt la Martinique, la jeunesse martiniquaise, une partie en tout cas de la jeunesse martiniquaise, ces mouvements il y en a qui rentrent dans des médias, qui cherchent à s'imposer dans certains médias, ce mouvement dit rouge, vert, noir. Qu'est-ce que on entend très peu de politiques se placer et poser justement un avis sur ces mouvements, sur ces actions. Je comprends les politiques, vous savez, vous allez dire calmez-vous, on va vous tirer dessus, vous allez dire allez-y, on va vous tirer dessus. Je peux comprendre qu'au milieu d'un débat aussi sulfureux, mais qu'il y ait une certaine neutralité de la classe politique. Je peux comprendre, mais il ne faut pas croire qu'ils en pensent moins. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce que vous en pensez? Je milite pour la non-violence. Je milite pour la non-violence. Et seule une société martiniquaise apaisée, par les efforts des uns et des autres, vont nous permettre d'écrire ces pages d'histoire qu'on n'a peut-être pas écrites et qu'on nous demande ou qu'on nous a demandé de tourner.
C'est dans l'apaisement qu'on va trouver les voies du dialogue. C'est dans l'apaisement qu'on va trouver les voies de la réconciliation. C'est dans l'apaisement qu'on finira par reconnaître que nous sommes tous des Martiniquais. Et M. Césaire l'a dit aussi brillamment, nous sommes tous des Martiniquais. Nous avons une communauté de destin à partager. Comment on fait pour que les uns et les autres puissent franchir les pas qui restent à franchir pour qu'on n'ait plus à nous regarder par des couleurs de peau. Mais ces militants, ils disent c'est des autres camétélodes. On a assez attendu, oui. On a assez dialogué aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'action. Je ne sais pas si on a assez dialogué. Je ne suis pas sûre qu'on ait dialogué. Pendant longtemps, toutes ces questions étaient un peu comme la poussière mise sous le tapis et on n'en parlait pas. Moi, quand j'étais en primaire à l'école, quand j'étais au collège, on ne m'a jamais appris l'histoire de la Martinique. On ne m'a jamais appris ça. C'est au lycée que qu'on a commencé à me parler de certains nombres de sujets et à mieux appréhender l'histoire de mon pays. Heureusement que j'ai eu à fréquenter quelqu'un comme Aimé Césaire, que j'ai beaucoup lu, que j'ai beaucoup découvert au travers de ses écrits, de son théâtre, qui m'ont permis de bien me camper dans cette histoire. Mais j'ai écouté aussi tous les messages qu'il nous donnait et lesquels il nous disait, eh bien, il faut oser le dialogue. Il faut oser ce dialogue, il faut réouvrir ces pages d'histoire, les écrire en sérénité, parce que nous avons une communauté de destin à mener et la violence ne nous mènera à rien. C'est cette violence qui nous a fabriqués, c'est cette exclusion qui a fabriqué ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes issus de 3 siècles de sociétés extrêmement sauvages, extrêmement excluantes, extrêmement racialisées, etc. On ne peut pas continuer de perpétuer ça. Et moi, quelle que soit l'origine de ces déviances, je serai au créneau pour dire ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Alors moi, je suis ouverte au dialogue. J'ai même essayé de dialoguer avec certains d'entre eux. Il y en a parmi qui Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Des copains. Ils me donnaient toujours rendez-vous et puis on les voyait jamais. Mais bon, je pense que on n'a peut-être pas les mêmes codes pour dialoguer. Mais j'espère pour eux qu'ils sont comme moi, qu'ils ont envie d'une Martinique plus pacifiée, plus sereine. Pour le reste... Une Martinique plus apaisée, mais quand on voit justement les débats au sein de l'Assemblée de Martinique à chaque plénière, on ne peut pas dire que ça donne une image, on va dire, reluisante de la politique en Martinique, d'une Martinique apaisée, Catherine Conconne. La CTM n'est pas organisée de manière moderne. Il n'y a pas d'organe de débat autre que la plénière. S'il y a quelque chose, une des choses que je reproche... Il y a des commissions. Mais non, ça ne fonctionne pas. Non, aujourd'hui, vous ne pouvez pas mener une collectivité avec 17 commissions sectorielles. C'est de la foutaise. C'est trop ? Bien sûr, on a voulu donner une petite présidence de commission à tout le monde et on a distribué des médailles de président de commission. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, les politiques publiques sont transversales. Elles s'écrivent dans du durable, dans une continuité. On ne peut pas dissocier le tourisme de l'agriculture, de la pêche, etc. Les ressources dans la Martinique doivent être appréhendées de manière globale. Et c'est ainsi qu'il faut y aller. On voit qu'il y a 9 conseils exécutifs. Est-ce que finalement, il aurait fallu 9 commissions ? Voilà. Il y a un bloc qui s'appelle le conseil exécutif qui fonctionne dans son carcan. Et puis de l'autre côté, il y a une assemblée de 51 personnes qui n'a pas d'infos, avec lesquelles il n'y a aucun canal de communication. On ne connaît même pas l'ordre du jour du conseil exécutif. Est-ce qu'on est obligé d'en arriver à ces débats Mais il faut savoir que quand vous n'avez pas d'instance de régulation, lorsque vous n'avez pas d'instance qui redescend et qui régulièrement donne la parole aux uns et aux autres, de grands débats, loin des médias, loin de tout le monde, on purge ce qu'on a à dire, on va loin, on explore des sujets qui peuvent être difficiles, qui peuvent être compliqués. Eh bien, ça calme les choses et on arrive beaucoup plus apaisé en plénière. Le seul endroit où on se retrouve aujourd'hui à la CTM, c'est en plénière. Alors chacun arrive avec son sac de frustration, son sac de réclamation. Et cette CTM a réussi la prouesse d'éloigner les gens de la proximité. Aujourd'hui, Est-ce que vous, Catherine Conconne, vous vous sentez à l'aise au sein de cette collectivité et même au sein de votre groupe? Oui, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise au sein de mon groupe parce que la plupart d'entre nous, on continue de partager les mêmes valeurs. Et lorsque vous voyez, on est souvent ensemble à voter de manière identique ce que nous soutenons. Donc je suis très à l'aise. Vous savez, la CTM, c'est mon pays. Hein. Je suis dans mon pays. Où voulez-vous que je sois le plus à l'aise que dans mon pays? Je suis à l'aise dans mon pays. On parle de choses dans mon pays, même si ça ne me plaît pas, même s'il faut monter au débat, au créneau, il faut débattre. Je suis très heureuse de parler de choses dans mon pays. La forme peut déplaire, oui. Vous savez, les assemblées ont toujours été agitées. Hein. Moi, je le vis au Sénat, je le vois à l'Assemblée nationale. Par moments, ici, on est des enfants de cœur. Il ne faut pas rêver. Avant, il n'y avait pas la télé.
Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Mais rassurez-vous qu'à l'époque de Émile Maurice, de Michel Renard et compagnie, Aimé Césaire au milieu, Aliker et Camille Darcière, je peux vous dire que c'était punchy. Hein. Mais ça ne se savait pas autant qu'aujourd'hui. Catherine Conconne, vous le disiez, voilà, vous aimez cette vie politique locale. Évidemment, tout le monde vous demande ces jours-ci, qu'est-ce que vous allez faire pour juin prochain? Est-ce que Catherine Conconne sera candidate? Est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse l'esprit quand vous vous réveillez le matin? Je ne serai pas étrangère à cette élection-là, je ne serai pas éloignée de cette élection-là. Je ne peux pas la voir passer à côté de moi sans être concernée. Je serai concernée par cette élection-là. À quel niveau? Bon, on verra. Vous savez, je ne suis pas du genre à dire allez, viens avec moi, allons faire ci, allons faire ça, et puis après on verra ce qu'on fait. Je crois qu'il y a des préalables à écrire, il y a des choses fondamentales qu'il faut fonder dans le marbre d'un cap qu'on veut donner, d'un objectif à poursuivre, et pour moi, c'est cela le plus important pour l'instant. Vous discutez avec... on sait que depuis que vous n'êtes plus au PPM, certains se demandent, mais avec qui elle ira? Est-ce qu'elle ira déjà? Mais avec qui surtout? Est-ce qu'il y a des courants qui vous sont plus proches aujourd'hui? C'est ça le réflexe. On va toujours vous demander avec qui vous allez avant de vous demander pourquoi faire vous y allez. Je crois qu'aujourd'hui, il faut renverser la table. Et lorsqu'il y a des gens qui sont candidats, plutôt que de dire moi je vais avec X, je vais avec Y, et je cherche à regrouper X et Y, toujours se demander mais on va pour faire quoi? C'est ça pour moi le préalable. Et aujourd'hui, on a toujours fonctionné à l'inverse. Toujours essayé de faire de l'arithmétique politique pour se faire élire en additionnant. Toi, tu vaux 4000, toi, tu vaux 5000. Vous savez, un peu comme on va au pit, on pèse les coques et puis on additionne pour voir qu'est-ce que ça peut donner comme combat. Eh bien non, il faut que les gens aient aussi à se dire je vais être candidat, je suis candidat, j'annonce que je suis candidat. Mais je vais faire quoi, au fait? Et une fois que ce préalable est écrit et que ces conditions sont déroulées, toujours se dire... à ce moment-là, se dire, qui peut être compatible avec ce que je pense. Vous en êtes à ce stade. Et c'est cela c'est comme ça qu'on écrit dans la durée, et pas des alliances volatiles comme on a vu jusqu'à présent, où au moindre éclat, tout le monde s'en va, parce qu'on ne s'est pas concentré sur qu'est-ce qu'on va faire. On ne s'est pas concentré sur quel objectif on se donne. On a d'abord cherché à racoler des chiffres, des pesées, des poids de personnalité politique plutôt que le contraire. C'est une démarche que je trouve profondément égoïste parce que c'est une démarche qui ne sert qu'à se faire élire soi et pas à faire alliance justement avec le peuple autour d'un programme et autour d'un projet. Ça vous manque justement ce mandat, de conserver ce mandat local? Mais vous savez, mon mandat de sénatrice est très mandat local. Hein. Moi, j'ai un peu révolutionné la fonction. J'ai une permanence qui reçoit à tour de bras. Je suis au contact de la population permanence. Les gens m'écrivent par tous les moyens. Réseaux sociaux, mails et tout. Je suis tout le temps en entretien, tout le temps en audition. Je m'enrichis énormément du terrain. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence avec ce que je faisais avant. Mon travail à la Martinique est très riche et surtout très enrichissant. Quand est-ce que vous allez vous décider pour quelle forme, en tout cas, d'action que vous allez, concernant cette CTM? Comme dirait la chanson Nobody Knows. Il faut nous dire, Catherine Conconne. Le jour viendra si j'ai quelque chose à dire, vous inquiétez pas. Le mois de juin arrive. Vous imaginez, le mois de juin, c'est demain. C'est à la fois loin et tout près. On verra. Est-ce que vous êtes prête? Bon, vous savez, on est toujours prêt à travailler. Hein. Vous savez, c'est pas quelque chose qui me fait peur personnellement. Mais on ne fait pas une élection avec personnellement. Donc derrière, il y a, encore une fois, je vous répète, des préalables sur un objectif, sur un cap, sur le sens qu'on donne à son positionnement. Pour moi, c'est ça qui est plus important, et pas l'arithmétique politique. Merci Catherine Conconne d'avoir été notre invitée. Merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ce sera le président de l'Assemblée, normalement, le président de l'Assemblée de Martinique, Claude Lise. Bonne soirée à tous.